Voilà, on va peut-être pouvoir commencer parce qu'il est 28 et on a un timing extrêmement serré. Alors d'abord, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette 12e cérémonie du prix du roman d'entreprise et du travail. Ce prix est né, donc il y a 12 ans, souvenez-vous, c'était en pleine débâcle financière, en 2009. C'était sur une idée d'une dame qui s'appelle Marie-Josée Gava, la fondatrice de Place de la Médiation, et Jean-Claude Delgène, ici présent, le patron de Technologia, lui a donné corps. Et l'idée de base, c'était de parler autrement du travail, de libérer la parole, et puis, au passage, tout en rendant hommage à la littérature. Alors, nous attendons Madame Elisabeth Borne, donc la ministre du Travail. Voilà. Bon, j'ajoute que depuis 2009, de Xavier Darcos à Muriel Pénicaud, il y a de nombreux ministres qui nous ont accueillis ici même, dans ces locaux historiques. Voilà. Alors, je vais vous présenter, en attendant donc la ministre qui ne devrait pas tarder, je vais vous présenter le déroulement de la soirée et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Parce qu'on a eu énormément de romans cette année, il y a eu énormément de débats et on a reçu 20 romans. Et sur les 20 romans, 9 romans ont été sélectionnés. Tous ont une histoire, tous ont un univers, vous allez le voir, puisque ce sont chacun des membres du jury qui vont en parler. Ils ont chacun choisi un livre pour raconter ce qu'il s'y passe, raconter l'univers du travail des protagonistes. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut déjà commencer, puisque comme je vous le disais, le timing est très, très, très serré. Ah. Voilà, bon, mais voilà, on donnera peut-être la parole à l'hôtesse de ces lieux un peu plus tard. Je vous propose encore une fois, pour des raisons de timing et de présence dans la salle très serrée, je vous propose de commencer le déroulement de la soirée et puis de commencer par un livre, un premier livre qui s'appelle Quelqu'un de bien, qui a été écrit par un écrivain qui s'appelle Françoise Bourdin, et c'est vous, Hervé Gosselin, qui allez nous en parler. Voilà. Bien, eh bien écoutez, puisque c'est moi qui démarre, d'abord je voudrais en introduction peut-être dire qu'on est assez honoré et d'une certaine manière un peu flatté parmi les membres du jury que ce livre vienne en discussion et concourt pour ce prix, puisque cette romancière est quand même quelqu'un de très connu, très lu, parmi les plus lus de ce qui existe en France, parmi les écrivains, plus de 40 romans, certains portés à l'écran, parmi les 10 meilleures écrivaines en termes de quantité de livres vendus. Donc c'est évidemment rare que dans notre histoire du prix, on ait des concurrents de ce calibre, entre guillemets. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que, comme je fais écho à ce qui vient d'être dit, c'est que Françoise Bourdin a un univers évidemment très, très particulier, très à elle, qu'on retrouve dans l'ensemble de ses livres. Un univers qui tourne autour de la famille, des amours, des amitiés, des passions, de la nature aussi, qui est toujours très présente dans ses livres. Et c'est le cas, évidemment, dans ce livre, Quelqu'un de bien, qui raconte finalement l'histoire du médecin généraliste en milieu rural, et à qui il arrive évidemment un certain nombre de choses, mais surtout pour laquelle on voit se constituer des relations au sein de sa famille d'abord, bien sûr, et puis au sein d'une autre famille qui est très, très importante dans le roman, qui est celle des frères dit Lacombe, et avec lesquels il va y avoir des interactions évidemment très importantes entre évidemment l'héroïne, Caroline Serval, cette médecin généraliste, et entre eux-mêmes au sein effectivement de cette famille. Et puis évidemment, c'est la nature, ça se passe en Provence, dans le sud-est, et c'est la vigne finalement, les champs de vigne qui sont ici très présents dans ce roman. Alors, beaucoup d'entre nous, évidemment, peuvent se reconnaître, c'est, je crois, ce qui fait une grande partie du succès de l'œuvre de Françoise Bourdin, au sein de cet univers. On a une grande proximité, finalement, avec les personnages qui sont décrits et avec ce qu'ils vivent. Troisième remarque que je voulais faire, c'est que, évidemment, de notre point de vue de jury, c'est une description très intéressante et très fine, finalement, du travail du médecin généraliste, notamment au milieu rural, qui est
un travail un peu particulier. Évidemment, cette description est tout à fait intéressante. Conception, d'abord, qui nous intéresse, Madame la Ministre. Après vous. Pardon, on s'interrompt, Madame la Ministre, bienvenue chez vous. Merci, je suis désolée de passer en coup de vent dans votre cérémonie, mais je tenais évidemment à vous saluer, pouvoir y participer. On est donc réunis ce soir pour le 12e prix du roman d'entreprise et du travail, et je voudrais remercier les organisateurs de cette initiative, Jean-Claude Delgène, président fondateur de Technologia, et Dominique Ball, vice-président de Clésiamut. Je voudrais adresser toutes mes félicitations aux 9 romanciers en compétition pour leur qualité d'écriture et leur regard lucide sur le travail. Et bien sûr, je salue les membres du jury qui ont eu la lourde tâche de vous départager. Composé à la fois de journalistes, d'intellectuels, de représentants du monde de l'entreprise, il montre, ce jury, combien la littérature rassemble. Et c'est donc la 12e année que le prix du roman d'entreprise et du travail distingue des romanciers de grand talent. Ce prix honore les auteurs qui ont livré une vision originale ou saisissante du monde professionnel. Et je veux avoir une pensée pour Joseph Pontus, qui nous a quittés cette année à l'âge de 42 ans et que nous avions primé en 2020. Dans son roman « À la ligne », nous suivions un ouvrier intérimaire embauché dans des conserveries de poissons et des abattoirs. Il y consignait avec précision et poésie la souffrance des corps due aux gestes répétitifs du travail sur les lignes de production. Sarah Barouk, la lauréate 2019, avait également illustré dans son roman « Le cas zéro » la souffrance psychologique au travail. Son ouvrage était consacré à l'apparition des premiers cas de sida dans le milieu hospitalier au début des années 80. Elle y décrivait le quotidien des soignants qui doivent faire face à une pression énorme sans jamais renoncer à faire preuve d'humanité. Ce livre puissant, écrit avant la crise sanitaire, se révèle aujourd'hui d'une acuité particulière. De la même manière, les 9 romanciers sélectionnés ce soir nous sensibilisent sur le rôle du travail dans nos vies. Vous dévoilez la place du travail comme composante majeure d'une identité individuelle et collective. Magie de la littérature, vous nous permettez de nous évader tout en nous ouvrant les yeux sur des phénomènes de société. Vous nous immergez dans des environnements de travail extrêmement variés, tout en questionnant notre modèle social. Vous nous faites vivre des métiers, des aventures professionnelles, des parcours de vie qui ont tous leur part d'universel. Et à travers les yeux de vos personnages, vous nous aidez à saisir les grandes mutations de notre relation au travail. Les sujets d'inspiration ne manquent pas, qu'il s'agisse des doutes liés à une reconversion ou bien de la quête du bien-être en entreprise. Et je pense que la littérature a sa place en entreprise si nous voulons des collectifs de travail heureux et vivants. C'est une grande lectrice qui vous le dit. À l'heure du télétravail, la littérature peut permettre de recréer du lien. Nous devrions imaginer beaucoup plus d'échanges entre les auteurs, les maisons d'édition et le monde de l'entreprise, et organiser beaucoup plus de cafés, de salons ou de veillées littéraires dans ces entreprises. La lecture est un formidable moyen d'affiner sa capacité relationnelle et à ce titre, peut-être que les managers devraient lire davantage. Je sais combien ces idées vous sont chères, cher Jean-Claude, et vous avez conduit à créer ce prix en 2009. Mesdames et messieurs, vous êtes les continuateurs d'une tradition littéraire bien française qui consiste à dépeindre le monde du travail, que l'on songe aux mineurs de Zola, aux travailleurs de la mer de Hugo ou aux ouvriers typographes de Balzac. Si je vous dis cela, c'est pour rappeler la noblesse qu'il y a à écrire sur les conditions de travail, pour sensibiliser le grand public, mieux que des témoignages classiques ne peuvent le faire, et ainsi éclairer la décision publique. Je renouvelle donc toutes mes félicitations aux 9 romanciers sélectionnés et vous souhaite une très belle cérémonie. Je vous remercie.
Voilà, la cérémonie est donc officiellement ouverte. Hervé Gosselin, donc vous êtes conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, toutes mes excuses. Est-ce que vous avez un tout petit mot à ajouter? Revenez. Alors, 1 minute. Non, juste pour dire que, effectivement, ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est la description, effectivement, du travail de ce médecin généraliste. À la fois, c'est le débat sur la vie professionnelle, la vie privée, la charge de travail, ses conséquences sur la santé, les difficultés pour faire venir des médecins dans les campagnes, sujet particulièrement actuel. Et donc voilà, c'est une description extrêmement fine et vraiment très convaincante de ce travail, et très juste. Et bon, juste un mot pour terminer, pour dire que c'est un plaisir de lecture, très clair. Merci. Alors, on va changer d'univers complètement, puisque si je ne m'abuse, on va partir dans un grand groupe. Et Françoise Deff, vous êtes conseillère nationale au secrétariat général de l'UNSA, et vous allez nous parler de « Je ne te pensais pas si fragile » de Kika, paru aux éditions Erol. Venez. Je vais donc vous présenter « Je ne te savais pas si fragile » de Kika. Clotilde a tout pour être heureuse. Un mari aimant, 2 filles adorables, un travail qui la passionne, dans un groupe néerlandais de cycle, Beekwike. Mais brusquement, le départ de son patron change la donne. Le style managérial du nouveau patron est totalement déconcertant. Tout est prétexte à critique et remise en question brutale. Peu à peu, la jeune femme perd pied, prise au piège d'un engrenage infernal. On accompagne Clotilde dans toutes les étapes de sa descente aux enfers, qui la conduit de clinique en hôpital psychiatrique. On suit pas à pas son long combat pour se reconstruire. Votre livre, Kika, est une merveilleuse leçon de vie, celle d'une femme courageuse qui a pu et qui a su mener une bataille victorieuse contre ce fléau du burn-out dont personne n'est à l'abri. Bravo, et un grand merci à vous, Kika, en particulier pour toutes celles et tous ceux qu'on ne pensait pas si fragiles et qui trouveront, grâce à votre témoignage, les clés pour lutter s'ils sont un jour confrontés à la douloureuse épreuve de l'épuisement professionnel. Encore merci et bravo, Kika. Merci à vous. Alors pour le coup, on va passer encore ailleurs, puisqu'on va passer de l'autre côté. Si je ne m'abuse, on passe du côté des dirigeants cette fois-ci, avec un livre qui s'appelle Vue mère et qui va nous être présenté par Maude Goujon-Coulard. Vous êtes directrice des ressources humaines chez Solvay. Vue mère. Quelle ironie dans le choix de ce nom de projet qui va entraîner un tsunami dans le petit monde de Becquet et Partners, jolie petite entreprise créée il y a 15 ans par Stéphane et Elsa. D'ailleurs, Stéphane s'inquiète tellement finalement de l'impact de son annonce qu'il reste bloqué dans sa voiture sans pouvoir trouver l'énergie de la démarrer. Alors, il imagine et passe sa journée à attendre. Vue mère tourne alors au portrait incisif, drôle, sans détour de tous ses collaborateurs. À regarder de plus près ces portraits, ne serait-ce finalement pas nous que l'auteur aurait croqué? Nos énervements, nos manies, nos jalousies, nos hystéries, voire nos croisades. Ils sont là, dans Vue mère, tous nos défauts qui agacent et ravissent nos collègues. Belle moquerie du monde du conseil, Vue mère est aussi un petit bijou de littérature. L'écriture y est rythmée, les figures de style ravissent le lecteur. On aimerait savoir si l'auteur Colombe Bonsen a autant d'humour que sa plume
car elle démontre là, dans Vumer, un indéniable talent pour dépasser largement tous les premiers degrés. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric Griveau. Vous êtes vice-président chargé de l'industrie à la CPME et vous allez nous parler de Tu ne nuiras pas. Tu ne nuiras pas, roman policier. 66 chapitres. Je vous rassure, que 302 pages, mais par cette présentation, l'auteur nous offre une lecture haletante dans laquelle ses deux passions, l'archéologie et la médecine, se mêlent. Si le début de la lecture nécessite une attention dans la présentation des personnages et leurs fonctions, Pierre, Lise, Thomas, Adrien, Samuel, Philippe, Carole, Gravel le chirurgien, Éric, j'en passe, très vite, nous sommes plongés dans leurs traits de caractère. Ainsi, la précision dans l'imagerie médicale, l'interprétation par les techniciens, les opérateurs, les médecins, la passion sans fin par l'archéologue Samuel, réputé, et sa souffrance de ne pas réussir, mais aussi l'ambition de chacun et une appréciation particulière du respect de la déontologie par tous les protagonistes. Et puis, quelques pics pour rappeler le temps long des investissements dans le milieu hospitalier, les horaires sans fin, le surmenage, la suradministration dans les travaux de fouille lors des travaux de terrassement de l'extension de l'hôpital, la pénurie de personnel, mais aussi le sacrifice des vies personnelles pour permettre le traitement des patients dans les meilleures conditions. Enfin presque. C'est le roman qui le dit, mais on sent aussi le vécu de Monique Canzano. La présentation par chapitre fait penser à des clichés anthropométriques dans le déroulement de l'énigme, avec en particulier le chapitre 66, dernier, façon Hercule Poirot, magistral. Jean-Christophe Sibéras, on ne vous présente plus. Vous êtes aujourd'hui membre du Cercle des DRH européens, vous êtes président de New Bridges, et je crois que vous avez adoré ce roman. Vous allez nous parler de Amanita, de Julien Guerville. Oui, bonsoir. Bonsoir Laurence, bonsoir Jean-Claude, bonsoir tout le monde. Effectivement, si je présente ce livre, c'est parce que j'ai aimé ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a de beau avec un livre, c'est la rencontre du lecteur et de l'ouvrage. Et j'ai rencontré l'ouvrage. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, d'abord, c'est qu'on est dans une usine, et on est dans une usine de chimie. Il faut y avoir passé. Et on fait du PVC, du polychlorure de vinyle et autres produits chimiques. C'est une usine qui travaille en continu, comme les usines de chimie, parce que les hauts fourneaux, les fourneaux à 800 et 1000 degrés, on ne peut pas les arrêter. Donc c'est une vie qui est organisée autour du temps de la machine, parce que c'est le temps de la machine qui pilote le travail des hommes. Le temps de travail des hommes, il suit le temps de travail de la machine. Il y est assujetti. C'est aussi un lieu où il y a des odeurs. C'est des odeurs qui vous pénètrent, que vous emmenez chez vous. Donc l'usine vous imprègne, et elle vous imprègne dans votre mental, mais elle vous imprègne aussi dans votre corps et dans votre vie personnelle. Et donc c'est cette imbrication, cette fusion presque, si on peut dire, pour une usine de chimie, entre l'homme et son usine qui est là sous nos yeux. Il y a un drame, c'est comme toute aventure humaine, les usines ont des aventures dramatiques. Et tout comme un homme naît et meurt, les usines naissent et meurent. Et ce livre nous parle de ça. C'est aussi la mort d'une usine, c'est aussi la lutte contre la mort de l'usine comme
homme pourrait se battre contre une maladie, et il lutte contre la maladie. Et là, nous avons des ouvriers qui luttent contre la mort de l'usine, contre la maladie, qui est la disparition annoncée de l'usine, avec des personnages, des figures, des caractères. Il y a bien sûr Calvin, le héros, si on peut dire central, mais il y a tous ces ouvriers, ces collègues de travail, la fraternité ouvrière, qu'on n'oublie jamais quand on a travaillé en usine à un moment de sa vie. Et puis, il y a aussi le monde moderne, le monde avec ses contradictions, très très bien incarné d'ailleurs par le face-à-face entre les ouvriers et leurs syndicats, et de l'autre, les associations écologistes, qui, elles, soutiennent la fermeture de l'usine. Donc, cette histoire, cette rencontre, cet homme, c'est aussi peut-être un petit peu la nôtre. Voilà, bravo pour Julien Guerville et Amanita. Alors, vous l'aurez compris, tous ces livres ont des qualités indéniables. Voilà, et ils ont tous des fans. Mais ils n'ont pas été retenus parmi les finalistes. Voilà, les finalistes, il n'y en a pas 3, mais il y en a 4. Et ils sont ici, dans une enveloppe, et je vous propose de les découvrir ensemble. Alors, le premier finaliste, c'est un livre qui s'appelle « Le Doorman », écrit par Madeleine Assas, et dont on va en savoir un peu plus dans quelques instants. Le second s'appelle « Aurore », et c'est l'œuvre de Bertrand Touzé. Le troisième, « Ce matin-là », par Gaël Josse. Et le dernier, le quatrième titre, c'est « Les nuits d'été » de Thomas Flao. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir le premier de ces 4 peut-être lauréats. Marie-Laurence Bertrand, vous êtes directrice du centre de formation CGT François Frachon. Venez nous parler du Doorman et donc de Madeleine Assas, et donc on part outre-Atlantique. J'enlève mon masque parce que bien qu'à la CGT, j'ai pas une très grande voix. Alors, le Doorman de Madeleine Assas, c'est l'histoire d'un homme, d'une trajectoire, d'une ville, d'une époque, d'un regard, d'une communauté humaine et de tant d'autres choses. Tellement de portes d'entrée, d'angles d'attaque ou de portraits esquissés qu'il est inutile de tenter un choix. Mieux vaut accepter de se laisser envahir, captiver, subjuguer même, par cette multitude de scènes de vie, de travail, d'amour, d'amitié, de promenade. La vie, quoi. Enfin, une vie. Raymond est le Doorman. Il est l'homme carrefour. Toutes ces vies qui se croisent dans cet immeuble du 10 Park Avenue à New York s'animent à travers lui. Lire le Doorman, c'est comme découvrir les vies de ses habitants, les quartiers de New York qu'il arpente inlassablement, ou les trajectoires des personnages à travers son seul regard, sa profonde humanité, comme si Ray éclairait les femmes et les hommes qu'il rencontre, comme s'il les révélait. Le Doorman, c'est aussi la découverte d'un métier inouï, ni tout à fait portier de grands hôtels, ni vraiment concierge. Son métier, Ray l'habite tellement qu'il devient indissociable de sa personne. Et j'aime personnellement beaucoup cette idée que ce que nous sommes transforme notre travail. Enfin, le Doorman, c'est New York, et même New York sur 40 ans. New York qui se révèle au fil des promenades de Ray, le contemplatif, promenades qui sont autant de prétextes à des réflexions solitaires ou partagées sur la ville et ses évolutions. Est-ce son histoire de jeune juif ayant quitté très jeune son Algérie natale en 61 qui rend Raymond si empathique, si réceptif aux histoires des autres? En tout cas, l'impression qu'il est le réceptacle de toutes les émotions persiste très longtemps après avoir refermé ce livre kaléidoscope. Merci à vous. Potentiel gagnant de ce prix, eh bien c'est Aurore de Bertrand Touzé qui va nous être présentée par Serge Lagagnoa. Vous êtes secrétaire confédéral FO. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Tout d'abord, j'ai un message personnel et
est néanmoins collectif à exprimer devant vous et qui s'adresse plus particulièrement à Jean-Claude Fray. Jean-Claude, si tu viens te lever, s'il te plaît. Je sais que ça t'emmerde, mais nous, ça nous fait plaisir. Jean-Claude, nous sommes très, très heureux que tu puisses être présent aujourd'hui parmi nous. Merci à toi. Alors, j'ai la lourde tâche de vous présenter Aurore de Bertrand Touzé. Aurore est le prénom de l'héroïne de ce roman, une infirmière en milieu rural où l'essentiel de son activité est d'accompagner et de soulager les personnes âgées. Vieil homme ne voulant pas finir seul ou en maison de retraite, cherche une personne ou une famille qui voudrait l'adopter. Cette annonce placardée dans l'abribus du village porte en elle-même beaucoup d'aspects de la fin de vie. La solitude, la maladie, la peur et le rejet de finir, dans ce qui est trop souvent ou encore un mouroir. Vous l'avez compris, ce roman est d'une grande actualité sur tout ce qui touche à la fin de vie, au grand âge, aux difficultés d'exercice en milieu rural. Il touche à la beauté, mais aussi à la fragilité du métier d'infirmière à domicile. C'est aussi un récit empreint d'une grande humanité, à la fois sur les rapports sociaux, sur la transmission entre générations, sur la perte de l'être aimé, sur la famille, le passage de l'enfance à l'adolescence, les difficultés et la force du couple monoparental mère-fils. 3 petits points, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments extrêmement humains dans ce roman. Pour autant, ce roman ne fait jamais dans le pathos larmoyant, bien que certaines situations soient extrêmement émouvantes. Il est au contraire une belle ode à la vie, avec en toile de fond le caractère majestueux des Pyrénées. C'est aussi un roman sur les rencontres et la nécessité de prendre le temps, et le temps pour soi et pour les autres. Aurore entre chez le vieil homme. Ce dernier la salue en souriant. L'infirmière n'a pas à simuler un regard gai, optimiste. Elle doit trouver le ton juste, l'empathie pour son patient, lui donner le sentiment d'être encore vivant. Elle lui caresse la main, l'embrasse sur la joue, pose doucement une main sur l'épaule de son épouse, des gestes qui rythment les rapports sociaux des hommes. L'aurore, c'est cette lueur brillante et rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil. Au contraire de l'aube, l'aurore est brillante et éclatante. Aurore, c'est l'amour de son métier, l'amour de son enfant, l'amour des autres, l'amour tout simplement. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce roman dans lequel l'auteur a certainement mis une grande part de lui-même et de son environnement. Alors, lisez-le et faites-le lire. Merci à vous. Alors, maintenant, on va encore une fois changer d'univers et on va parler de ce matin-là. Voilà, Anne Vaucher, directrice des affaires sociales et internationales et européennes du MEDEF. Est-ce que vous voulez bien venir nous en parler ? Merci, bonsoir à tous. Ce matin-là, Clara, 32 ans, semble en apparence avoir une vie normale. Elle a une promotion, elle est devenue animatrice commerciale dans une société de crédit. Elle a des responsabilités. Elle a aussi, bien sûr, des collègues avec lesquels elle s'entend bien, des amis, un amoureux, un appartement, des parents, certes un peu envahissants, mais préoccupés par son sort. Et pourtant, un matin, ce matin-là, quand sa voiture ne démarre pas, elle va se trouver incapable d'appeler un garagiste, incapable de prévenir son travail, d'envoyer un simple SMS à son compagnon. Elle s'effondre. Son corps s'effondre et plus rien ne suit. Ça amorce la chute. Le livre est dédié à ceux qui tombent. Ensuite, Gaëlle Josse nous raconte toutes les étapes du burn-out. Mot qu'elle n'utilise pas d'ailleurs. Elle parle de chute, par lesquelles passe son personnage comme si nous étions à ses côtés. Cette cassure nette, ce moment où plus rien n'a de sens dans notre vie, où ce qui faisait sens dans notre vie devient compliqué, se lever, s'habiller, aller au travail, reproduire les gestes du quotidien. Ce moment où tout devient insupportable, infranchissable, où l'énergie vous a déserté.
Au fur et à mesure que le récit progresse, Clara se dévoile un peu plus au lecteur, dans ses rapports à sa famille, mais aussi dans ses relations amoureuses et amicales, nous laissant entrer finalement dans son champ d'intimité et révélant toute sa fragilité. Clara, c'est un peu la fille d'à côté. Clara, on pourrait être elle, elle pourrait être nous. Et Gaël Josse, grâce à ses mots délicats et justes surtout, nous prend par la main et nous emmène dans son univers ordinaire, mais tellement difficile, de la dépression. C'est cette vulnérabilité que l'autrice parvient particulièrement bien à mettre en lumière. Si ce livre, finalement, est peut-être encore un livre sur le burn-out, je devrais dire qu'il est bien différent des autres. Il n'est pas du tout dans les clichés des livres habituels sur ce sujet. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a un message d'espoir qu'il contient malgré tout. Ensuite, bien sûr, par l'universalité du thème, personne n'est à l'abri d'une chute, mais surtout, et surtout, par la très belle plume de Gaël Josse. Il est impossible de rester insensible à ces mots, à cette écriture. Elle suit Clara au plus près de ses émotions, de sa vie intérieure. Le livre est bref, l'écriture est d'une forte acuité, sans pathos, sans véritable jugement, sans morale, mais elle nous permet de vivre et de voir les étapes qu'elle franchit et bien sûr la fin. Elle confirme ainsi son talent de grande écrivaine. Gaël Josse est venue à l'écriture d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard à mon avis, par la poésie. Et on voit qu'il y a un fort travail sur le choix des mots. Elle joue même parfois avec les mots. Et c'est son 8e roman, elle a déjà eu de très nombreux prix. Néanmoins, je vous incite fortement à le lire. Merci. Voilà. Et enfin, Philippe Louis, vous êtes président d'honneur de la Confédération CFTC. Vous allez nous parler en quelques mots des Nuits d'été de Thomas Flao. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc Thomas Flao nous raconte l'histoire de 3 jeunes gens le temps d'un été. Et vous allez voir qu'il n'est pas tellement question de vacances, bien au contraire. Thomas, sa sœur jumelle Louise et Mehdi, leur ami d'enfance, sont issus d'une cité populaire de la région de Montbéliard. Leurs pères respectifs ont été des ouvriers transfrontaliers. Dans la même usine en Suisse, et comme tous les parents, ils ont rêvé pour leurs enfants d'un avenir meilleur. Louise et Thomas sont partis à l'université à Besançon, tandis que Mehdi est resté travailleur précaire, saisonnier en montagne l'hiver et opérateur de nuit pendant l'été, dans la même usine où son père a trimé toute sa vie. Cet été-là, Thomas rejoint Mehdi à l'usine. Il n'a pas osé avouer à ses parents qu'il a définitivement abandonné ses études. Cet été-là, l'usine déménage, presque clandestinement, et les intérimaires, comme Mehdi et Thomas, subissent la précarité liée à cette situation. Cet été-là, Louise, qui est revenue aux Verrières pour écrire sa thèse sur les ouvriers transfrontaliers, redécouvre Mehdi. Les jeunes vont et viennent, font des virées à moto, ils sont désœuvrés, boivent des bières, observent tristement ce monde qui ne les fait pas vibrer. En laissant à la croisée des chemins, l'enfance est derrière, mais ils ont bien du mal à cerner ce qu'il y a devant. À travers le parcours de ces 3 jeunes, l'auteur raconte la jeunesse des classes populaires, leurs rêves, leurs espoirs, mais aussi leurs désillusions. Il parle de l'ordinaire, du quotidien, de l'absence d'horizon, de l'évolution du travail en usine, de l'aliénation du travail, de la précarité, des intérimaires, de la dureté du travail de nuit, mais aussi des difficultés de communication entre enfants et parents, entre frères et sœurs. Les personnages sont touchants, ils savent ce que c'est que la vraie amitié, qui fait du bien quand on est dans la peine. Au travers des difficultés de communication qu'ils peuvent avoir avec leurs parents, on sent l'amour qu'ils leur portent, cette volonté de ne pas les décevoir
de les préserver. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit passage. Et le passage, en fait, c'est un extrait que le père de Thomas envoie à son fils. « Tu as étudié, même si tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout. Tu as compris des choses que je n'ai pas pu comprendre. Les choses, pour toi, elles seront claires. Moi, je ne connais que ce qui est près de moi. Le reste, je ne sais pas si je le sais ou si je ne le sais pas bien. C'est comme si j'avais dû vivre la nuit toute ma vie. C'est ça la vraie malédiction. Je voulais que mon fils puisse profiter du jour. Ma nuit était dure et froide. C'était une nuit de travail, ou des nuits la boule au ventre parce que je n'avais pas du travail. La nuit aussi quand on était invisible, qu'on valait moins qu'une machine et qu'on te virait sans raison. C'était partout et tout le temps la nuit. Mais je pense que la nuit, tu ne l'as pas connue et tu ne la connaîtras pas. Voilà, donc je vous encourage bien entendu à lire ce roman, et puis je pense que vous aurez autant de plaisir que moi à le lire. Voilà, alors maintenant le moment que vous attendez tous. Voilà. Pardon, voilà. Et la chute, voilà, exactement. Et alors, pour ouvrir cette enveloppe qui dévoilera le lauréat du prix du roman d'entreprise et du travail 2021, j'appelle Karine Sellé. Vous êtes haut commissaire aux compétences pour l'annonce. Donc, pour cette annonce, je vous confie le soin d'ouvrir l'enveloppe. Voilà. Et donc, venez devant le micro. La lauréate, c'est une femme de ce prix, ce 12e prix, est Madeleine Assas pour le Dorman. Je dis quelques mots. Peut-être quelques mots. Mesdames, Messieurs, les auteurs, Mesdames et Messieurs, les membres du jury, l'ensemble des participants, j'étais très honorée de compléter la ministre pour être à vos côtés aujourd'hui pour cette remise de prix du roman d'entreprise. J'adresse d'abord toutes mes félicitations aux 9 romanciers qui étaient en compétition et qui ont tous écrit des œuvres de très grande qualité. Je trouve par ailleurs que la façon dont vous les avez restituées est extrêmement touchante et montre la richesse à la fois des œuvres, mais aussi de cet exercice un peu particulier de comprendre et de lire l'entreprise à travers des romans. Et il y a plusieurs mots-clés qui sont revenus, en particulier celui des personnes invisibles que vous avez évoqué un instant et qui sont aussi très évocateurs de votre roman. Et sur lesquels je voulais revenir un moment. C'est donc une initiative très importante, y compris d'ailleurs dans ces temps troublés, que de montrer la place du travail, du monde professionnel, du lien social finalement aussi, alors que nous avons connu beaucoup de distanciation sociale. Et c'est des temps d'introspection, en tout cas de mise en lumière, qui me paraissent vraiment très importants. Je voulais dire un mot peut-être sur le roman Le Dorman, vous l'avez fait très bien, mais la haut-commissaire aux compétences que je suis, qui a la tâche immense d'accompagner, enfin de penser un plan d'investissement dans les compétences pour les personnes privées d'emploi, les chômeurs, et en particulier les chômeurs les plus éloignés de l'emploi, a eu la tâche aussi de travailler et de réfléchir à la façon dont on est atteint des publics qui ne viennent plus vers les institutions, qui sont des publics oubliés. Et on a lancé il y a 2 ans un appel à projet qui s'appelle Repérer et remobiliser les invisibles. Et cette notion d'invisible fait particulièrement écho à votre roman. Et c'est le hasard, hein, mais je voulais signaler à quel point je trouve que vous avez restitué justement cette notion de... Vous avez montré à quel point ceux qui sont finalement les invisibles, qu'on ne voit plus, qui disparaissent derrière, y compris leurs uniformes, ont en fait leur place, une place importante, une vision. Ils portent une partie d'une vision du monde, peut-être différente de la nôtre,
mais tout aussi importante, et voir le monde à travers leurs yeux, et sans doute aussi un exercice, alors dans mon cas, moi je dirais démocratique, en tout cas dans le vôtre, un exercice qui les remet au milieu du monde professionnel. Et je crois qu'il y a beaucoup d'invisibles auxquels nous avons besoin de rendre hommage aujourd'hui. Et donc c'est un joli hommage et un joli pied de nez que de vous décerner ce prix. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madeleine Assas, avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on lise une ou deux phrases de ce roman qui a été primé. Ben venez. Moi, je garde le masque. J'ai choisi une phrase qui est issue d'un des morceaux choisis, du premier des morceaux choisis. Il y a quelques chapitres qui racontent un petit peu la vie dans cet immeuble de New York. Et voilà, c'est juste une phrase, mais qui illustre bien, il me semble. Au plus vite de la nuit, entre 3h et 4h du matin, l'unique heure où l'on penserait que la ville s'est enfin endormie, nous pourrions nous installer dans le réduit qui sert de bureau au superintendant, près de l'ascenseur de service, pour jouer aux échecs ou aux cartes. Ce moment est fait de paix et d'ennui, mais nous ne pouvons quitter ensemble nos postes. Alors nous bavardons, nous parlons de tout, sauf de l'immeuble. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci, madame. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots avant de recevoir votre prix? Merci. Je peux enlever mon masque, peut-être? Merci beaucoup. Je suis extrêmement touchée. Justement, en répondant à ce que vous avez dit et vraiment si bien compris de mon livre, on me demande souvent, mais pourquoi vous avez choisi ce personnage, un doorman, qui n'en est fait pas vraiment d'équivalent ici en France? Et en fait, moi, au hasard évidemment de mes observations à New York, où j'ai passé beaucoup de temps, pour moi, c'était évidemment un personnage extrêmement romanesque. Et puis, dans sa fonction, dans son travail, comme ça, entre extérieur et intérieur, il m'a semblé que c'était le meilleur des observateurs de la ville, de la vie, des vies, dans sa mini-tour de Babel, et également de la mégapole autour de lui. Et en parallèle, évidemment, avec sa propre reconstruction, sa propre vie, qu'il reconstruit à New York, après avoir fui la guerre. Et derrière ce doorman, il y a justement, pour moi, tous ces gens, ce qu'on appelle les gens de service, tous ces personnels de service, en effet, qu'on ne voit pas. D'ailleurs, c'est aussi, quelque part, sa chance aussi, son uniforme lui permet cette invisibilité, donc il est là sans être là. Et particulièrement dans cette ville de New York, où on voit tous ces gens s'affairer, comme je les appelle moi, mais avec beaucoup d'affection et d'admiration, des fourmis laborieuses et tellement précieuses, derrière leurs casquettes siglées, leurs uniformes, leurs t-shirts avec le nom de leur entreprise. Et pour moi, ce sont vraiment eux, les vrais rouages de ces grandes villes autour de glace et de béton. Et c'est un peu comme ça, derrière lui, il y a cette chaîne de toutes ces personnes, la plupart du temps d'ailleurs des immigrés. Et c'est pour ça que j'ai voulu croire aussi dans ces rencontres à une solidarité. Oui, c'est un roman, mais j'y crois, à une solidarité et une certaine fraternité aussi. Alors voilà, je vous remercie vraiment, je remercie évidemment les éditions Actes Sud et ses équipes magnifiques. Je remercie mon éditrice, Eva Chanet. Et puis merci à vous. Merci au jury d'avoir distingué mon livre. C'est en plus, comme vous le savez, c'est un premier roman. Donc je le reçois comme une belle récompense et en même temps comme un encouragement pour la suite. Alors j'espère que je ne vous décevrai pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons appeler pour vous remettre votre prix Monsieur Dominique Ball, le vice-président de Clésiamout, qui est sponsor de ce prix, sans qui le prix n'aurait tout simplement pas lieu. Alors,
Mesdames et messieurs, donc, en tant que partenaire de cette cérémonie, Clésiamut est particulièrement fier de cette édition et remercie l'ensemble des auteurs qui nous ont réunis ce soir. Bravo à vous tous, cela ne fut pas chose simple que de vous départager. La qualité de la sélection de cette année aura amené notre jury à engager de nombreux débats dans ces univers de travail très divers, mais que vous décrivez à la perfection dans chacun de ces 9 romans, tant et si bien qu'ils nous maintiennent en haleine au fil des pages. Quant aux personnages, ils sont tous très attachants, emplis d'humanité et recèlent chacun une partie du vécu de leurs auteurs. Je souhaite donc féliciter chaleureusement notre lauréate, Madame Madeleine Assas, pour son livre Le Dorman. Dans ce roman, New York est un personnage à part entière, autant que le portier ou que les habitants de l'immeuble. Tantôt acteur, tantôt contemplateur de cette ville et de sa vie, ce métier méconnu en France est dépeint avec un réalisme qui donnera envie de voir ou de revoir la Grande Pomme avec les yeux de Ray. Je tiens aussi à remercier les organisateurs qui ont encore su réaliser cette magnifique sélection et cette belle cérémonie de remise du prix du roman d'entreprise. Merci également à Madame la Ministre d'avoir bien voulu nous accueillir au ministère du Travail pour évoquer les questions concernant l'entreprise et le monde du travail en général. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne lecture. Vous allez, oui, remettre le chèque, on a quelques petits soucis. Mais ça, allez direct, hein. Direct. Direct. Mais ça, c'est le faux. Ça, c'est... Alors, on va... Donc, toutes nos félicitations. Merci. Voilà. Avant la petite photo de fin, Jean-Claude Delgène, le mot de la fin, justement. Bonjour à toutes et à tous. Rassurez-vous, je vais être assez rapide pour ne pas vous prendre trop de temps, mais c'est le moment aussi de remercier tous ceux qui ont contribué à cet événement, qui est un événement important, je vais y revenir, et parce que c'est le seul prix qui marque aujourd'hui le mariage entre la littérature et le travail aujourd'hui. Donc c'est quand même important, ça fait 12 ans qu'il existe, 12 ans qu'en dépit des difficultés, on le maintient. Le prix a été créé, comme vous le savez, sur une idée de Marie-Josée Gavin, place de la médiation, et nous l'organisons depuis la première édition. Voilà, donc à chaque fois c'est assez exceptionnel, mais il faut vous dire qu'il y a beaucoup de travail pour en arriver là. Alors je vais faire quelques remerciements, mais vous allez vous y retrouver. Les premiers remerciements que je voulais faire, c'était pour vous qui êtes là aujourd'hui, qui êtes passionnés de lecture, sinon vous ne seriez pas là, et qui nous accompagnait. Et dans le livre de ce Dorman, il y a un moment, il y a un passage qui est magnifique où l'auteur, Madeleine, nous invite, elle nous dit la littérature nous convie à une communication secrète intérieure avec notre imaginaire. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu ce passage, mais c'est un très beau passage. Et c'est vrai que la littérature nous permet ces joies. Elle nous invite aussi à découvrir d'autres lieux, d'autres univers, comme l'a rappelé très bien Madame le Ministre, avec les différentes sélections que nous avons eues au cours des années. Et c'est pour cela, pour nous, aussi toujours une joie de préparer cet événement. Donc merci donc à vous d'être là avec nous. On aurait pu accueillir 400 à 500 personnes. Vous êtes, sachez-le, des privilégiés parce qu'on a refusé énormément de monde. Mais bon, voilà, confinement oblige, toutes les problématiques qui sont celles que vous connaissez en termes de lutte contre la prolifération du virus ont fait qu'on a limité. Donc on est aujourd'hui un petit nombre sur différentes salles. Mais voilà, on est là. Je voulais remercier aussi l'équipe de Technologia qui a fait un gros boulot parce que ça n'a pas été simple dans cette période, comme ça n'avait pas été simple l'an dernier. L'an dernier, on a réussi à maintenir. Je remercie à tous ceux, y compris les membres du jury, qui se sont mobilisés l'an dernier pour qu'on le tienne. On n'a pas pu le tenir pour des raisons de Covid ici. On l'a tenu au Conseil économique et social, mais on a réussi à le maintenir, à maintenir cette continuité. Et pour moi, c'était très important de ne pas rater une année. Donc merci
à Marilyn, à Virginie, à Fadi, à Alexandre, toute l'équipe de Technologia qui a travaillé vraiment de manière soutenue pour organiser ce prix. Merci aussi à l'équipe ministérielle, parce que c'est aussi avec eux qu'on a travaillé, Ludovic, Madame la chef de cabinet, je ne sais pas si elle est là, Madame Kuzman, bien sûr, Madame Sellier qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Tout cela a pu se faire parce que c'est la convergence des énergies qui nous a permis de tous nous retrouver ici. Un grand merci aussi, bien sûr, à notre sponsor, qui est plus qu'un sponsor. On saluait la présence de Jean-Claude Frey, qui était l'initiateur, il faut le dire, quand il était en responsabilité donc, au sein de Clésiamut, à l'époque UMC. C'est lui qui nous a soutenus dès le départ sur cette idée-là pour nous aider à offrir, y compris ce prix, aux écrivains. Donc merci Jean-Claude, merci d'être venu, merci Dominique et merci à Clésia pour l'effort qui est fait pour que ce prix se fasse, parce qu'encore une fois, c'est à travers la convergence de tous les efforts de chacun qu'on y arrive. Merci aussi à Marianne qui nous soutient, donc il y aura un article dans le journal. Merci à Sud Radio qui nous soutient, qui vont donc interviewer l'auteur, et les autres supports qui nous accompagnent et qui vont parler de cet ouvrage, de ce 12e lauréat. Un merci bien sûr au ministre qui nous a permis d'être là, dans ces locaux, d'assurer et de maintenir cette continuité, puisque ça a été dit tout à l'heure, mais depuis, je crois que c'est Jean-Christophe qui l'a dit, mais depuis maintenant 12 ans, les ministres se sont succédés, et au-delà des couleurs, on voit que, couleurs politiques, sensibilité politique, on voit que la littérature reste un lieu de rassemblement, un lieu, je dirais, d'écoute et de mise en perspective des différents problèmes que l'on peut rencontrer. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci donc de nous accompagner. Vous aurez donc dans les réseaux sociaux, dans les jours qui viennent, la possibilité de poursuivre donc ces découvertes. Merci bien sûr à Laurence, mon amie Laurence, qui nous accompagne depuis maintenant tout ce temps et qui, avec brio, a su encore une fois relever le défi. C'est pas toujours simple de travailler, de rendre compte. Merci aux membres du jury. Alors, pour terminer, je vous prends encore une minute, je voulais dire quelque chose sur le jury. Vous l'avez noté, le jury est très divers. Vous avez toutes les sensibilités syndicales qui sont représentées, toutes les sensibilités patronales qui sont représentées, et ça, c'est très important pour nous. Et dans le débat, moi je ne suis pas membre du jury, je suis simplement observateur, un peu spectateur, mais c'est quand même très intéressant de voir les débats qui peuvent rassembler, parfois diviser, mais toujours avec respect, bienveillance, et qui permettent d'aboutir, comme cette fois-ci encore, après un débat quand même très intéressant, le dernier débat était très intéressant, a permis de choisir donc The Doorman. Et je voulais rajouter une chose, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais ce prix permet de maintenir plus longtemps les ouvrages dans les librairies. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des organisations qui soutiennent le prix, organisations syndicales, organisations patronales, relaient dans leur support, sur leur site internet, relaient, je dirais, le prix, font connaître les auteurs, et en général, les militants, que ce soit des militants pour l'organisation patronale, les organisations patronales ou pour les organisations syndicales, sont en général de grands lecteurs. Ce qui fait que, j'ai discuté, nous on reste bien sûr en relation avec les écrivains, et les écrivains, par exemple Pierre Coppet me disait que son livre, Potentiel de sinistre, qui avait été un très bon livre, qui date à 4 ou 5, ou même Sarah Baruch me disait que le livre avait été prolongé parce que tout simplement il y a une forte rotation dans les librairies, mais à partir du moment où des gens lisent, viennent chercher le livre, le lisent, l'achètent, etc., eh bien ça permet de maintenir les livres en librairie. Et voilà pourquoi ce prix est très utile. Au-delà même de cette sélection, de ce plaisir que nous avons ensemble, ça permet bien sûr de donner un chèque, d'encourager donc à d'autres ouvrages, d'autres créations, mais ça permet aussi de maintenir. Et donc je fais un appel aux éditeurs pour que l'année encore prochaine, ils soient avec nous, ils nous aident à réaliser cette œuvre commune en faveur de la littérature qui est en fait
qui est portée, la littérature, par les écrivains, par les éditeurs, qui sont le creuset de la langue nouvelle, de notre culture, qui nous rassemble. Voilà, donc je vous invite tous à participer au cocktail qui est après, à échanger avec les éditeurs, avec les auteurs, à échanger entre vous, et j'espère que je vous reverrai l'année prochaine, tout en sachant que peut-être que les conditions ne nous le permettront pas, donc il faut savourer cet instant, parce que c'était pas évident, je le dis, voilà, hein. Merci à tous. Merci à tous. Et évidemment, un immense merci à Jean-Claude Delgène, sans qui ce prix n'aurait pas lieu. Voilà. Alors, vous connaissez le dicton, le poids des mots, le choc des photos. Donc, j'invite tous les membres du jury, Madame Cellier, les sponsors à venir, et bien sûr, Madeleine Assas, pour la photo. On a oublié de dire que Madeleine a écrit ce livre, je ne sais pas en combien d'années, mais on m'a dit que c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'il a beaucoup maturé. Ouais. Et après... On m'a parlé de 40 ans, c'est ça? Non, pas du tout. Ah. Là, je... Il est très lourd, hein, faites attention. Oui.